Bienvenue sur e-radio 90.3. L'affaire Général Kandé et ses conséquences, convocation des journalistes à la gendarmerie et son impact sur la démocratie sénégalaise, quelle lecture pour les visites du président Diomaye Faye en Guinée-Conakry, au Mali et au Burkina Faso, des régimes tenus par des putschistes, quelles sont les chances de sa médiation pour le retour de ces pays à la CEDEAO? Pour parler de toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 2 juin 2024 Amath Soumaré, analyste économique et spécialiste de l'intelligence économique, et Cissé Kandaou, écrivain, expert en développement territorial et manager de projet. L'Air du Temps, de 10h à 11h sur la 90.3 avec Alassane Samba Diop. 2 juin 2024, bienvenue à l'Air du Temps, avec un plaisir immense de vous faire cette émission tous les dimanches avec mes invités. Cissé Kandaou, il est professeur de lettres de formation. Après 10 ans d'enseignement, il embrasse une carrière de cadre des collectivités locales du Sénégal en qualité de secrétaire général de conseil régional avant d'intégrer la primature en tant que conseiller technique en charge de la décentralisation. C'est un homme politique engagé dans la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Il a sorti un livre il y a bientôt plus de 10 ans, Fureur de vie, passion de pouvoir. Ce livre parle pratiquement de la situation que nous vivons aujourd'hui. Il sort de livre promonitoire. Nous sommes aussi avec Amath Soumaré, on ne le présente plus au Sénégalais. Amath Soumaré est un spécialiste de l'intelligence économique. Il travaille beaucoup sur ces questions stratégiques. Nous allons aujourd'hui aborder quelques thèmes d'actualité de la semaine. Le premier, c'est l'affaire Général Kandé et ses conséquences, convocation des journalistes à la gendarmerie et son impact sur la démocratie sénégalaise. C'est vrai que les journalistes ont été libérés totalement, ils sont rentrés chez eux, mais cette affaire Kandé est dans tous les médias sénégalais. Amath Soumaré, vous avez lu cette affaire Kandé qui a été relatée par nos confrères un peu partout dans les journaux, qui a même un impact international. Cette affaire Kandé, ce qu'on retient, ce qui a été dit, ce qui a été écrit, et qu'il aurait été affecté à New Delhi, qu'il ne voulait pas y aller. Mais les sources proches de Kandé disent qu'il n'a jamais reçu une affectation de New Delhi. Ce qui est sûr et constant, c'est que M. Kandé, général Kandé, le chef de la major de l'armée de terre, a été remplacé. Voilà l'information constante. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que je commence par saluer M. Ndao et les auditeurs et les téléspectateurs, parce que je trouve que ce qui se passe en ce moment n'est pas une bonne chose, surtout vis-à-vis de tous ceux qui ont comme métier de relater l'information. Donc, dans la gestion de l'information, dans l'information stratégique, donc, qui est mon métier dans l'intelligence économique, il faut savoir sortir une information qui est vérifiée. Et jusqu'à présent, de tout ce bruit qu'on entend, et que si les gens avaient bien vérifié, je pense que le sujet ne serait même pas sur la table au niveau des éditoriaux. Parce que de toutes les personnes qui parlent, personne n'a jamais vu de décret. Personne ne peut vous dire que j'ai vu de décret. Il n'y en a pas de décret. Un décret, ça n'existe pas. Il n'existe que dans la tête des gens. Et ce premier papier qui a été balancé sur Afrique confidentielle. Afrique confidentielle ou confidentielle Afrique qui a été démenti. Afrique confidentielle, c'est différent de confidentielle d'Afrique. Parce qu'il y a un démenti de confidentielle Afrique. Donc Afrique confidentielle. Ce dossier-là, si vous le regardez, pour quelqu'un qui est dans ce métier, il sait que ça c'est un fou. Ce n'est pas le libellé habituel. Qui plus est, donc la personne qui donne cette information, donc il est basé, il ne l'a pas vérifié avant de le balancer. Et que même si c'était avéré, un militaire, il reçoit toujours des commandements et il exécute, il ne le discute pas. On prête au général Kandé de pouvoir faire appel. Et où est-ce que vous avez vu, dans quel pays du monde, un militaire qui refuse des ordres qu'on lui donne? Qu'est-ce qui se passe? Mais le président de la République est le seul à pouvoir donner des ordres. Moi, je n'ai pas vu le papier.
signé de sa main. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu de décret. On prête au général Condé qui n'a jamais ouvert la bouche. Aucun journaliste, aucune personne ne l'a enregistré parler. Il n'a pas parlé, on parle pour lui. Je trouve que c'est très grave ce qui se passe dans le cadre de la désinformation de ce qui se passe aujourd'hui. Cette affaire, si c'est Kandao, quelle analyse en faites-vous? Je vous remercie Alassane et bonjour à M. Soumaré et à tous les auditeurs de iRadio. Je m'inscris en droite ligne de ce que M. Soumaré a dit. Effectivement, je crois que le premier critère objectif d'appréciation d'une information, c'est la vérification. Comme on le dit en langage journalistique, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Donc, s'il n'y a pas de faits, mais je ne vois pas en quoi maintenant il y aurait dû y avoir une polémique qui aboutirait maintenant à la situation que nous avons vécue dernièrement avec la convocation du journaliste à la DIC et donc toute cette polémique finalement à la section de recherche. Voilà, section de recherche qui se transforme finalement en une tempête dans un verre d'eau, quoi. Voilà, et il faut le savoir. Ça, c'est mon avis personnel. Et je milite pour ça. Dans un pays, il faut qu'il y ait des consensus forts sur certains domaines qui structurent la vie de la nation. Avoir un consensus fort, c'est non pas considérer certains domaines comme étant des sujets tabous, mais de les entourer avec tout le respect qui sied en fonction et eu égard au prestige de ces domaines-là. Particulièrement dans un pays organisé, démocratique, où les institutions fonctionnent. L'armée. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la grande miette. Et justement, c'est aussi un des domaines réservés du président de la République, qui est le chef suprême des armées. Donc qui est fondé dans l'exercice de ses pouvoirs à prendre toutes les décisions qui organisent le fonctionnement de cette armée. Et naturellement, l'affectation des officiers supérieurs à des fonctions qu'ils doivent remplir obéit justement à ce champ de prérogatives du président de la République. À titre d'exemple, ne serait-ce qu'un simple fonctionnaire. On n'a jamais vu un président de la République prendre un décret pour nommer un fonctionnaire et lui dire, dans ce décret, je te nomme pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose. Tout autant, on n'a jamais vu dans un décret un président de la République libérer un fonctionnaire d'une fonction qu'il lui a confiée par décret et expliquer les raisons pour lesquelles il l'a libéré. Et ça, c'est le fonctionnement même du fonctionnaire, de la carrière du fonctionnaire, disons. Donc, pour ce qui concerne l'armée, vraiment, il faut que chacun sache raison garder et que nous fassions, nous tous, vœu de respecter le caractère primordial de la stabilité de cette institution en veillant à ne pas véhiculer des informations de nature à créer des polémiques stériles et à soulever des problèmes là où ils n'existent pas. L'armée appartient à ce cadre-là. Et c'est la raison pour laquelle il est important que les journalistes aussi puissent aller à la recherche de la bonne information. Mais il y a la DIRPA. Le chef d'état-major des armées qui vient d'être nommé a dit que l'armée disposera de son équipe, de sa télévision pour informer. Nous sommes dans le concept de ce qu'on appelle l'armée, armée, nation. Chaque Sénégalais s'identifie à son armée. Chaque Sénégalais est fier de son armée. Pourquoi? Parce que dans chaque famille sénégalaise, vous trouverez quelqu'un qui a été sous les drapeaux. Donc respectons ce caractère sacré de l'armée. Faisons vœu, n'est-ce pas, de respecter aussi les critères qui régissent le fonctionnement de cette armée sous l'autorité du président de la République. Et pour finir sur ce point, prenons toutes les dispositions en tant que chercheur d'information, diffuseur d'information ou de consommateur d'information pour toujours avoir une source vérifiée, une source autorisée avant de donner une information qui pourrait être sujette à polémique et avoir des conséquences regrettables. Mais pourquoi est-on arrivé à cette situation? Pourquoi aujourd'hui on en est arrivé là? Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, au niveau des médias, il y a beaucoup de politisation, à mon avis, moi, ça c'est mon avis personnel. Parce que quelqu'un qui sort une information pareille,
sachant que l'article 45 donne les prérogatives au président de la Constitution de faire et de nommer et de dégommer qui il veut sans demander l'avis de quiconque. Et que si maintenant une personne, comme l'a dit Ndao, a une mauvaise intention, qui ne vérifie pas et qui se dit journaliste, je pense qu'il y a un problème. Donc il geste de l'opprobre à tous les journalistes. Parce que quelqu'un qui, ils vont dire, ils sont tous pareils. Ils ne sont pas tous pareils. Moi, j'en sais quelque chose. Je vois donc les recoupements, les informations qui sont faites dans toute la chaîne de l'information, que ce soit de recueil, traitement, analyse et diffusion, parce que ça va de votre responsabilité. Je ne comprends pas, moi, pourquoi ces gens donc sortent ce genre donc d'informations qui n'est pas vérifiée. Quelqu'un qui lit le truc, même qui n'est pas dans l'administration, il n'a jamais vu manger des parents. Mais pourquoi l'État n'a pas démenti tout cette information dès qu'elle est sortie? Mais oui, si. Non, la DIRPA est l'instance de l'armée quand il y a de fausses informations qui sont données ou supposées qu'elle démente. Non, c'est-à-dire que c'est ça, ce qui est grave, c'est que ça vienne de journalistes publiés dans des trucs en fond donc des choux gras. Ça, c'est très grave parce que sinon on dit que les journalistes ne sont pas responsables, surtout vis-à-vis de l'armée qui est la sécurité nationale. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. Mais pourquoi on est arrivé à cette situation délétère aujourd'hui dans la gestion et la propagande de l'information? Parce qu'il y a un passé ici, il est récent, où des hauts gradés de l'armée sénégalaise ont été attaqués ici de façon visible. Mais c'est vrai, mais il faut que l'on revienne aussi aux fondamentaux. Ce n'est pas parce que de hauts gradés de l'armée ont été attaqués que ce doit être une porte ouverte à tous les abus et que les gens prennent l'habitude d'attaquer les hauts gradés ou de remettre en cause le fonctionnement de notre armée en suscitant une polémique qui n'a pas raison d'être par rapport à des décisions de gestion de carrière dont le président de la République peut souverainement et lui seul apprécier l'opportunité. C'est ça qui est un peu préoccupant. Nous sommes arrivés à une alternance qui a été la conséquence d'un cheminement politique fait de polémiques, fait d'insultes, fait de critiques, fait d'abus. Est-ce qu'on n'est pas en train de payer les conséquences d'un climat délétère où l'insulte, la manipulation, le mensonge ont été érigés en système politique? Bon, si cela est possible, c'est parce que nous sommes arrivés à un moment où toutes les démocraties désormais, dans leur existence et dans leur vie, dans leur vécu, sont consubstantielles au populisme. Il n'y a plus actuellement aucun régime quasiment démocratique dans le monde qui survive sans avoir une bonne dose de populisme. Mais il faut aussi accepter que malgré que cela devienne une habitude ou une pratique acceptée dans le vécu et le cheminement politique des peuples, une fois que le temps de la politique est passé, nous sommes dans le temps de la gestion de l'État. Peut-être le Sénégal a vécu une expérience, n'est-ce pas, qu'il vient de vivre et qu'il n'a jamais vécu, cause pour laquelle peut-être cela aussi crée peut-être ce manque de maîtrise de cette situation qui est en train de déborder du champ politique vers le champ institutionnel. Voilà, et c'est effectivement un problème qu'il va falloir régler très vite. Et je crois que les autorités mesurent elles-mêmes l'urgence de poser le débat dans un cadre serein, dans un cadre responsable, en prenant l'initiative elles-mêmes d'appeler à un calme et à un retour à la sérénité. Le Premier ministre l'a dit, je crois, c'était hier, quand il était à Sangalkam ou quelque part, que nous sommes arrivés à un moment où il faut repenser le jeu politique, il faut repenser le schéma social, il faut repenser les rapports sociaux. Et quand on parle de repenser nos rapports entre nous aussi, la première mesure à prendre, c'est réhabiliter les institutions, renouveler notre allégeance aux institutions qui régissent le fonctionnement de notre nation et respecter ces institutions à la hauteur de ce qu'elles représentent. Parce que quand on bafoue ces institutions, c'est nous-mêmes qui sommes en train de creuser le trou dans lequel nous risquons de tomber demain.
Est-ce qu'il ne faudrait pas justement que la classe politique sénégalaise, de façon globale, fasse son autocritique dans la gestion de la politique au Sénégal? Quelle que soit la personne que tu puisses être, dans l'opposition, vous avez un devoir de responsabilité, en tenant des propos responsables. Et si vous êtes aussi au pouvoir aussi, avoir des propos responsables, pour éviter justement cette situation délétère que le pays vit. Parce qu'Alassane, quand tu vois fait une radioscopie de la politique et des politiciens, de l'Assemblée nationale aux gouvernants, donc qu'on a déjà vu, on trouve n'importe qui comme ministre, on trouve n'importe qui comme député, n'importe qui, j'ai dit, les gens qui comprennent rien du tout dans les lois et qui doivent être dans la République pour faire des lois. Ils ne sont à l'Assemblée, ils ne prennent jamais la parole, ils ne font qu'applaudir et lever la main. Ouais, je veux dire, on trouve des gens qui comprennent rien dans cet hémicycle. On trouve des gens qui n'ont aucune capacité technique de pouvoir être ministre ou de diriger des ministères. Et c'est devenu banal. Mais qu'est-ce qu'il faut justement? Non, parce que c'est devenu... On a banalisé. Justement, qu'est-ce qu'il faut pour enlever cette banalisation? Parce que moi, je ne voudrais pas qu'on soit dans des constats. Dans des constats. J'aimerais bien voir quelles sont les solutions par rapport à ça. Oui, ça c'est un constat de la situation. Oui. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que nous devons comprendre que nous sommes un pays pas sous-développé. On a des capacités, des intellectuels sénégalais qui sont diffusés partout dans le monde. Moi, j'en connais énormément à l'extérieur. Et ces gens peuvent contribuer pour leur pays. Mais ça, on le dit depuis 60 ans. Oui, mais j'ai dit que qu'est-ce qu'il faut faire, vous m'avez dit. Oui. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre des personnes qui ont la capacité de diriger un ministère, même les députés, on doit tout changer. Il ne peut pas être député quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'a pas un certain niveau intellectuel. Parce que c'est l'intérêt national qui va décider. Donc on ne va pas amener des gens qui sont là à insulter, faire des bornes fontaines, à se quereller dans l'hémicycle. Ça, je pense que c'est des choses qu'on ne veut plus, qu'on ne doit plus voir. Il faut, je pense, renouveler même les nouveaux types de Sénégalais qu'on va mettre pour nous représenter à l'intérieur et à l'extérieur. Est-ce que justement c'est le moment de faire l'autocritique, non seulement de la classe politique, mais des élites sénégalaises, qu'elles soient médiatiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient militaires? Est-ce qu'il faudrait faire un NEP national, comme l'a dit Sylvain Mbaye, l'a dit depuis plus de 60 ans, que le pays est malade, il est très malade, et les gens font semblant de ne rien apercevoir, de ne rien voir. On fait des séminaires à longueur de journée, à longueur dans des hôtels. Les résultats ne sont jamais appliqués, rien n'est fait. Chacun vient, constate et s'en va en disant oui, le Sénégal est malade, mais personne n'est impliqué. Bon, il y a un penseur qui a dit que seul le changement était permanent. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous sommes arrivés à un moment où le Sénégal a besoin de repenser les fondements même de notre commune volonté de vivre ensemble. Par la grâce de Dieu, nous avons assisté à une alternance démocratique qui renforce notre système politique et qui est aussi un signe de maturité, disons, politique de notre peuple. Les aspirations du peuple, maintenant, sont des aspirations que le peuple a les moyens et les ressources de prendre en charge lui-même. Nous sommes arrivés à un moment où, je parle sous le contrôle de M. Soumaré, l'information maintenant, elle est à la disposition de tout le monde. Tout le monde, ouais. Et chacun apprécie dans son vécu au quotidien ce qu'il apporte à la nation et ce que l'État lui apporte en retour par rapport à son sacrifice. Mais est-ce qu'on sait bien faire un bon usage de cette information? Maintenant, le problème, c'est pas d'avoir de l'information, c'est de savoir en faire un bon usage. Mais bien sûr, parce que le peuple, sur la base de cette information, est arrivé à sanctionner et à responsabiliser. Donc il a joué son rôle, en plus d'être acteur de son propre destin, par la prise en charge de ses propres aspirations et sa lutte au quotidien pour sa survie et l'amélioration de ses conditions de vie. Ce qui est important de noter dans ce sens, c'est que le nouveau pouvoir qui est en place semble avoir quand même pris la mesure des urgences sénégalaises en termes de réformes politiques, réformes juridiques, réformes sociales, pour aspirer à un meilleur vivre en prenant en compte justement les attentes et les exigences du moment. En ce sens, il y a déjà le dialogue sur la réforme du système judiciaire qui a démarré. Le président de la République a annoncé qu'il y aura un dialogue aussi avec les forces politiques pour repenser notre système politique et le bâtir sur de nouvelles bases. Je crois qu'actuellement aussi, l'État, de par
n'est-ce pas, ses aspirations à un panafricanisme et à une plus grande ouverture, n'est-ce pas, vers l'international, en prenant déjà comme base de départ le local, l'État est en train de créer les conditions peut-être aussi de repenser sa politique et sa diplomatie. Donc il y a tout un ensemble de réformes que l'État compte impulser et qu'il a déjà démarré et pour lesquelles moi je crois que si nous allons au bout de ce processus en veillant à ce que ce soit le plus inclusif possible, nous arriverons ensemble à nous entendre sur l'essentiel. Soit dit en passant maintenant, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que beaucoup de choses ont été faites ici. Il y a eu la commission nationale pour la réforme des institutions. Il y a la commission sur la gestion du domaine foncier. Il y a la commission qui a travaillé sur le système judiciaire. Il y a aussi les assises de l'éducation qui se sont tenues. Et politiquement aussi, le régime actuel hérite d'un système, hérite de résultats qui ont été le produit d'un exécutif qui était là certes, mais d'une administration, de leaders et de responsables politiques aussi patriotiques que, aussi engagés que, aussi déterminés que, et aussi loyaux que, et qui ne sont animés que par servir le peuple. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est important que l'État prenne en charge cela. Et je crois que le président de la République en est conscient, parce que quand on l'a écouté dans son discours à la nation, il a appelé toutes les forces vives du Sénégal à se retrouver autour d'un projet commun qui est l'émergence économique et sociale de ce pays en conjuguant nos efforts. Donc je crois que nous sommes en train de poser les jalons qui vont aller vers ce ndëpp national qui sera un dialogue constructif pour une fois et qui nous permettra déjà à notre niveau peut-être d'avoir ne serait-ce qu'un document de bord sur un minimum d'entente qui nous permettront d'organiser la vie politique, d'organiser la vie économique, d'organiser la vie sociale et de laisser la justice maintenant légiférer en toute liberté et permettre à tous les acteurs de notre vie commune, n'est-ce pas, de pouvoir se déployer avec harmonie. Bon, je rappelle que vous suivez L'Air du Temps qui reçoit Cissé Kandao, écrivain, expert en développement territorial et manager de projet, Amath Soumaré, analyste politique et spécialiste de l'intelligence économique. Amath, est-ce que vous pensez que la classe politique sénégalaise actuelle est capable de faire de l'autocritique? La classe politique sénégalaise actuellement ne pense qu'à leur personne. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ça déteint même au niveau de l'armée qui n'avait pas ces préoccupations. Chacun pense en termes de carrière et en termes de qu'est-ce que je peux en tirer. Mais il ne pense pas en termes de qu'est-ce que je peux faire pour développer mon pays, qu'est-ce que je peux apporter mon pays. On n'a pas cette mentalité. C'est pourquoi il faut un reset des mentalités pour que les gens puissent savoir que ce qu'ils font, ce n'est pas pour leur carrière. Ce qu'ils font, ils le font pour leur pays. Et c'est ça qu'ils n'ont pas. Parce que chacun pense à sa petite personne. Chacun pense à ses promotions. Chacun pense qu'est-ce que je dois gagner. Tout à l'heure, vous avez parlé du général Kandé comme attaché. Vous avez l'attaché militaire. Il a le rang de ministre. L'Inde dont on parle, 4e puissance au niveau mondial. Le budget de son armée là, il est plus que le budget du Sénégal. Mais le problème c'est que cette information n'est pas encore confirmée. Non mais j'ai dit, même si c'est ça, les gens ne savent pas qu'en tant qu'acheteur, il a un rang de ministre. Et ce pays dont on parle, il est le quatrième, c'est un pays qui est 4e puissance mondiale. Son budget de son armée est plus que le budget de notre pays. Il y a des choses que les gens n'ont pas, ils bazardent comme ça. C'est pourquoi, je disais tout à l'heure, il y a une politisation des médias qu'il ne faut maintenant assainir. Et qu'à partir de là, ça va sur tous les acteurs politiciens. La plupart des politiciens, moi je vais aller en politique, pourquoi? Parce que j'ai échoué professionnellement. Voilà, j'ai échoué, je vais essayer de prendre l'ascenseur. Et qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la carte de parti. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour eux, c'est la voie la plus rapide pour monter. C'est pas d'aller à l'école, ils ont été à côté. Professionnellement, ils n'ont rien. Et la plupart des gens qu'on voit en politique, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont raté l'école, ils ont raté la profession, et maintenant, c'est leur personne. Comment je peux monter en ascenseur? Oui, on parle de pays. Aujourd'hui, on voudrait savoir quelle lecture peut-on faire des visites du président Diomaye en Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina Faso, des régimes tenus quand même par des gens qui ont fait des coups d'état militaires. Bon, je crois que c'est Napoléon qui le disait. Chaque État fait la politique de sa géographie. Le Sénégal, par la grâce de Dieu, est entouré de pays limitrophes
qui sont dirigés par des putschistes. Mais il ne faut pas s'arrêter sur le fait que ces pays soient dirigés par ces putschistes. Il faut étudier ou peut-être remonter un peu plus loin dans l'histoire de ces pays. Que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, ce sont des pays de longue tradition d'exécutifs militaires. Donc c'est un fait qui est intégré. Et pour pouvoir comprendre justement ce phénomène, il faut analyser l'environnement sociopolitique et géographique de ces pays par rapport justement à notre position à nous. L'armée, c'est ce que l'on appelle les forces de défense. Bien sûr. La mission d'une armée, c'est de sécuriser les frontières. Mais quand maintenant l'armée intervient à l'intérieur des frontières du pays, parce qu'il y a des problèmes de sécurité qu'il faut régler, et que l'armée donc cesse de jouer sa mission ou à côté de sa mission de défense des frontières, en arrive à jouer des missions de sécurisation et de pacification de l'espace public dans ce pays, dans leur pays, cela traduit un affaissement du système politique, un affaissement des institutions. Et c'est la raison pour laquelle, quand cela arrive, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? L'armée finit par découvrir qu'en fait, ces exécutifs qui existent ne sont là que parce qu'ils disposent de leur protection. Et finalement, la tentation est grande dans certains pays, pour l'armée, de se substituer à ces exécutifs locaux, dont ils assurent la survie, parce qu'ils n'ont ni légitimité politique, ni leadership reconnu, et prendre la place. Et c'est un cheminement, peut-être que ces pays ont connu, et qui explique, à un moment donné, que c'est devenu plus exacerbé avec la crise au Sahel, justement. Le Burkina Faso fait face à un problème terroriste. Le Mali fait face à un problème terroriste. Le Niger et tout. Donc tous ces pays sont dans des enjeux de survie qui commandent justement que l'armée prenne ses responsabilités pour assurer la paix et la stabilité nationale. Avant de parler de peuple, avant de parler de nation, avant de parler de régime politique, il faut d'abord exister et être en sécurité. Et peut-être c'est la raison pour laquelle aussi, à la tête de ces pays, on a noté le retour des militaires aux affaires, parce que c'est la situation qui l'exige. En tout cas, moi, c'est personnellement la compréhension que j'en ai. Le Sénégal, étant un pays de longue tradition démocratique aussi, appartient à ce landerneau-là. Nous sommes un pays parmi ces pays frères. Aujourd'hui, nos relations avec le Mali sont des relations séculaires. Économiquement, socialement, nous sommes attachés au Mali. Ne serait-ce qu'historiquement avec la Fédération du Mali, que nous avons partagé justement avec nos frères. Donc il nous appartient, nous, d'être aux côtés de ces pays. Il nous appartient de leur manifester notre solidarité agissante. Il nous appartient aussi de leur marquer notre disponibilité. Surtout qu'économiquement, nous sommes tenus d'être ensemble pour essayer de survivre dans un contexte où les États n'ayant que des intérêts, nous sommes dans une position de faiblesse par rapport aux grands ensembles structurés qui fonctionnent bien et qui ont les ressources et les moyens de leur politique économique. Et il faut noter qu'avec ces pays aussi, nous partageons la même monnaie, ce qui renforce notre interdépendance économique. Donc je crois que le problème de la nature des régimes de ces pays est moins important que l'enjeu de devoir exister ensemble, parce que nous devons interagir et que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Mais l'une des missions du président Diomaye Faye, c'est de ramener ces pays-là dans la CEDEAO, alors que ces pays ont déjà l'AES. Et certains pays, même journalistes, ces pays demandent que le Sénégal rejoigne l'AES. Moi, je pense que la problématique qui se pose de sa visite au niveau de la sous-région, ce qu'il faut voir, c'est quel est le barycentre de tout ça. Le barycentre, donc, ce que sous ces pays-là qui sont cités en partage, c'est la problématique de la France. Tous, que ce soit au niveau de la monnaie, que ce soit au niveau de l'exploitation des gisements, des ressources, on revient toujours au même point qui est la France. Et qu'aujourd'hui, les gens ont une clarté dans tout ce qui se passe, peut-être qu'ils n'avaient pas avant. Ils ont compris que la mainmise de la France sur ses économies, sur nos économies, sont donc une tare. Et c'est la raison pour laquelle le Sénégal, jusqu'à présent, ne veut pas prendre de position. Il constate qu'aujourd'hui, il y a des faits qui sont là et qu'il constate aussi que se faire battre, c'est naturel, mais ce qu'il ne faut pas, c'est se faire surprendre.
étant donné qu'aujourd'hui, tous les pays qui nous entourent au niveau géopolitique sont menacés avec des problèmes de djihadistes qui sont plus ou moins, donc, comment ça s'appelle, fabriqués, et qu'on a vu au Mali un truc, un territoire où personne ne savait, personne ne pouvait accéder, il y avait plus de 10 ans des trucs de gisement d'or à l'intérieur, ouais, ça veut dire, et que aucun Malien ne pouvait y aller. Dans le Mali, il y a des choses qui sont qu'à partir de là, si vous êtes un responsable, vous devez commencer à gérer votre environnement. Gérer son environnement, c'est quoi? Tous les pays qui vous entourent, ou tous les pays où vous avez les mêmes intérêts. C'est la raison pour laquelle donc les visites au niveau de la sous-région, que ce soit la Mauritanie dont nous avons frontière et des intérêts, le Mali dont nous avons une frontière avec des intérêts, la Guinée où nous avons une frontière avec des intérêts, et d'autres pays avec lesquels on a un partage large. Je pense que c'est tout à fait normal. Et dans tous les pays que le président est parti, donc il n'est pas parti pour des voyages de plaisance. Il est parti pour des intérêts commerciaux, stratégiques et diplomatiques. Avec la Mauritanie, on a un commun avec GTA. Avec le Mali, on a un problème parce que c'est notre premier principal client. Avec la Guinée, donc il y a des problèmes au niveau donc, des ressources que nous pouvons exploiter ensemble. Avec la Guinée-Bissau, il y a des problèmes de la pêche. Mauritanie aussi, il y a la pêche. Ça veut dire qu'il ne se déplace pas pour se déplacer, il se déplace déjà pour essayer de circonscrire donc tout ce qui est l'intérêt stratégique du Sénégal. Il voulait aussi les convaincre de revenir dans la CEDEAO. Les pays sont libres. Donc Alassane, quand moi j'ai des problèmes, vous pouvez me donner votre avis par rapport à comment vous pensez la situation. Le président sénégalais est beaucoup plus informé et avisé, surtout aujourd'hui de cette période, de la mainmise de France sur nos économies. Donc quand ils discutent même pour leur revenir, mais peut-être que c'est des revenir, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cet écho dont on parle, jusqu'à présent au niveau de la CEDEAO, il y a des travaux qui ont été bien avancés. Bien que Macron et le président ivoirien donc, ont fait court-circuit de parler d'écho, mais je pense que quand... L'écho, c'est la monnaie de la CEDEAO. Oui, et quand maintenant donc, cette discussion va se faire, peut-être qu'ils vont faire l'écho comme comment ça s'appelle la CEDEAO voulait le faire, mais ils ne vont pas le faire dans le contexte de remplacer ipso facto la zone CFA pour mettre l'écho et laisser les choses. Ils vont le faire peut-être, si c'est avec l'AES, autrement qu'avec ce que les gens pensent qu'avec le CFA. Je pense que c'est tout à fait normal. Quand vous avez un voisin qui a un problème, vous pouvez discuter avec lui, échanger avec lui, mais il est libre. Les gens de l'AES sont libres de gérer leurs ressources. Personne ne leur dit que laissez vos ressources, donc les vendre. Personne ne leur dit que votre sécurité nationale, donc laissez-le avec d'autres. On peut échanger parce qu'on est voisins. On a un partage en commun. Oui, les enjeux de la visite, comme l'a dit Ahmad Soumaré, c'est la mainmise de la France sur les économies francophones de l'Afrique de l'Ouest, et que ces pays ont montré des velléités, ont bien montré qu'ils veulent sortir de cette situation-là. Est-ce que les enjeux souterrains, c'est ça, c'est la France, la mainmise de la France sur les économies africaines, surtout les économies des Africains francophones de la sous-région, et ensuite le fait de ramener, de persuader ces pays à revenir au sein de la CEDEAO? Bon, je vais commencer par là où vous avez terminé. J'ai écouté le président de la République au Mali. Il a dit qu'il n'était pas missionné par la CEDEAO, mais qu'il était venu remercier le président malien qui avait bien voulu lui envoyer une délégation lors de sa prise sa prestation de serment. Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, les États n'ont pas d'amis. Il a aussi parlé de l'importance de la CEDEAO. Oui, c'est ça. Je voulais en venir à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, l'enjeu, c'est moins l'organisation qui va permettre aux pays de l'Afrique de l'Ouest de se retrouver que l'obligation d'être ensemble. Moi, je crois que ça s'appelle AES, que ça s'appelle CEDEAO. Il est important que les pays de l'Afrique de l'Ouest se retrouvent ensemble et un cadre de concertation, d'action qui puisse leur permettre de mettre en commun leur économie, de mettre en commun leur peuple, de mettre en commun leurs ressources. C'est par là que nous arriverons à créer un ensemble politique et économique homogène, viable. Et structuré, viable et capable de se positionner stratégiquement sur la scène politique et économique
internationale. Et en ce sens, le président de la République, il est bon de le rappeler, nous avons l'OMVS. Aujourd'hui, ce sont des milliards de mètres cubes d'eau qui se déversent dans l'océan Atlantique. La brèche de 2 km à Saint-Louis, de 2 mètres à Saint-Louis est passée à 14 km avec tous les drames sociaux que l'on connaît. On parle des autoroutes de l'eau. Il est important que nous ayons les meilleurs rapports avec la Guinée, qui abrite le Fouta Djallon, ou le fleuve Sénégal, puis sa source. Que nous ayons les meilleurs rapports justement avec la Mauritanie qui à un moment donné, dans l'ancienne époque, avait été un des facteurs bloquants qui avait empêché la mise en œuvre du canal du Cayor. Donc aujourd'hui, et des vallées fossiles. La revitalisation des vallées fossiles. Donc repenser un peu le système économique sénégalais en parlant de la souveraineté alimentaire revient obligatoirement à revitaliser ces vallées fossiles et à réaliser ce canal du Cayor. Est-ce qu'en toile de fond, il y a la mainmise de la France sur l'économie de ces pays-là? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des enjeux qui nous concernent nous directement et pour lesquels il s'agit d'un problème de souveraineté que nous devons prendre nous-mêmes en charge aux côtés des autres pays avec qui nous composons justement l'Afrique de l'Ouest. Par rapport à la France, moi j'ai un point très clair sur la France. La France est l'ancienne puissance colonisatrice. C'est grâce à la France aujourd'hui que le franc CFA est arrimé à l'euro. Donc c'est grâce à la France aujourd'hui que notre système économique est fonctionnel et s'agrège au système économique international. Et c'est cela qui nous permet d'être un acteur dans les échanges commerciaux. Maintenant, ça c'est un fait qui est là. La deuxième chose, c'est qu'il y a un problème politique. Partout où il y a eu dans ces pays limitrophes un problème qui s'est posé, la population, aux côtés des acteurs politiques, ont trouvé que c'est parce qu'il y avait la mainmise de la France que nous en sommes arrivés à la situation de crise profonde qui a abouti à un délitement des institutions et à créer les conditions de l'accession de ces militaires au pouvoir. Donc, il s'agit peut-être pour ces pays eux-mêmes de faire le point sur leurs relations politiques, leurs relations commerciales avec la France et de repenser le système et le modèle de coopération entre la France et eux. Et ça, je crois que, comme on l'a dit, tout autant que pour nous au Sénégal, la diplomatie est un domaine de souveraineté laissé à l'appréciation exclusive du président de la République, autant pour ces pays aussi qui sont souverains, la diplomatie qu'ils doivent définir par rapport à la relation avec la France leur appartient. Et je crois que le Sénégal est dans les dispositions de respecter cela. Et notre relation à la France est une relation aussi qui est différente certainement des relations que ces pays ont avec la France. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est prendre connaissance du débat en cours, en prendre acte et suivre l'évolution de cette situation. Mais il nous appartient, nous aussi, peuple sénégalais, de penser nos relations avec la France en fonction de nos intérêts et en fonction aussi de la nature et de la qualité des relations que nous avons avec la France. Ouais. Ces réajustements sous-régionaux, dans la sous-région de façon globale, les autres aussi font de la prospective. Bien sûr. Ils anticipent. Bien sûr. Ils font de l'intelligence économique aussi par rapport à ce réajustement. Bien sûr. La France ne dort pas par rapport à cette situation bien précise qui se met en place, qu'on a constaté un peu en Afrique de l'Ouest, surtout chez nous au Sénégal, sur le plan médiatique que nous connaissons bien, le réajustement de la France par rapport à ça, en créant des radios locales qui parlent de langue locale, en renforçant ses équipes au niveau local, médiatiques de façon locale, en tenant la publicité au Sénégal, dont s'ouvre la presse, entre leurs mains. Les grands groupes français tiennent la publicité au Sénégal. Et tout ça entre dans le jeu. Bien sûr. Je pense que la gestion des intérêts stratégiques aujourd'hui, moi je pense que tous les pays concernés ont le même problème, qui est la mainmise de la France dans l'économie. Que ça soit aujourd'hui au niveau des médias, que ça soit au niveau économique. Je vous ai dit tout à l'heure, pendant 10 ans, personne ne peut accéder à Kidal, et qu'on a trouvé qu'il y avait des gisements d'or qui étaient traités. Et moi, la question, c'est face à ces réajustements, à ces réorganisations, à cette prospective, en interne ici. Qu'est-ce qu'on fait au Sénégal pour comprendre ce qui va se passer et anticiper aussi ce qui va se passer? Oui, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui,
les gens ont compris la mainmise dans l'économie. Et qu'à partir de là... Qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font. Mais je pense que, comme j'ai dit aujourd'hui, une vie politique, ça ne se mène pas en 2 semaines, 3 semaines. Donc, une stratégie ne se mène pas en 1 mois. Quand vous prenez donc une direction, vous avez besoin déjà de comprendre l'existant. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont là, de façon globale. Je dis, depuis que le Sénégal est indépendant, tous les régimes qui ont été au Sénégal, à chaque fois qu'il y a eu des velléités de sortir de l'indépendance, il y a eu des réajustements de la puissance colonisatrice, sur le plan économique, même en agissant même sur les hommes qui sont dans certains appareils qui servent l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la prospective, il est pensé pour comprendre ce qui se passe, pour anticiper ce qui se passe, pour refuser justement de retomber dans les mêmes travers? Je pense qu'aujourd'hui, la voie, elle est toute tracée, dans la mesure où c'est le moment de faire aujourd'hui donc un shift par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ce shift aujourd'hui, je pense qu'à mon avis, moi, je ne suis pas dans le secret des gouvernants, et je pense qu'à mon avis, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, jusqu'à présent, un déplacement même au niveau de la France n'est pas donc à l'ordre du jour. 20 juin, le président sera en France. Oui, il y a une rencontre en France à laquelle il doit participer. Oui, une rencontre dont tu dois participer. Ce n'est pas une visite officielle. Non, du tout. Donc ce que je dis, donc cette mainmise donc, dans l'économie fait qu'ils ont eu du recul et ils ont préféré une autre stratégie qui est la stratégie aujourd'hui du contournement et la stratégie de la patience. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a le temps de repenser, parce que la politique a changé. On est parti du top-down au bottom-up. La politique de la base, tout à l'heure, l'a rappelé, qu'il essayait de prendre les priorités. Ce ne sont plus les priorités d'avant. Les priorités de la France, ce ne sont plus nos priorités. Nos priorités aujourd'hui, il est à la base, le peuple, le bottom-up. Et qu'à partir de là maintenant, cette stratégie, cette politique géostratégique, c'est de dire quels sont nos intérêts dans ce qui se passe, que ce soit au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, et quels sont nos intérêts, vers quoi nous devons nous focaliser. Et je pense que c'est à partir de là que ce changement a commencé à y aller. Et que par rapport, en termes géopolitiques, en termes de politique intérieure, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de voir quels sont nos intérêts à nous, pas les intérêts des autres. Notre intérêt à nous, je pense que toute cette politique géostratégique qu'ils sont en train de faire au niveau de la sous-région et à l'international va dans ce sens. Est-ce qu'on est dans la prospective dans notre pays par rapport à ces questions qui se posent, à ces anticipations? Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des changements, qu'il y a eu des choses qui touchaient les intérêts des Occidentaux, il y a eu une sorte de réajustement par rapport à cela, une anticipation par rapport à ces questions bien précises, en comptant même sur des relais internes et des médias, entre autres, qui sont les plus visibles. Est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a une claire conscience de cela, il y a une claire anticipation sur ces questions? Bon, je crois que les choses seront plus claires quand le régime en place finira de définir son document de politique publique. Politique générale. Oui, parce que là, tous les régimes qui se sont succédés, une fois qu'ils ont mis en place leur document de politique publique, mais ils sont allés rencontrer les bailleurs de fonds. Bien sûr. Et c'est en raison maintenant de ces bailleurs de fonds qu'on va voir maintenant qui est le chef de file. Où se situe l'influence stratégique? Parce que celui qui finance, mais celui-là, il a la haute main sur la manière dont les choses se passent. Bien sûr. Donc ce document de politique publique, quand il sera disponible et qu'il sera chiffré, on saura alors, par rapport à ce que le régime actuel propose pour développer le Sénégal, réaliser la souveraineté alimentaire, améliorer les conditions de vie des populations, réduire la cherté de la vie, trouver de l'emploi aux jeunes. Quelles sont les sources de financement de ce document de politique publique et quels sont les leviers qu'il compte actionner au niveau international pour intéresser des puissances étrangères à venir investir dans des secteurs qui traditionnellement sont des secteurs sur lesquels le FMI et la Banque mondiale insistent afin qu'il n'y ait pas d'investissement massif ou de subvention massive. Donc la politique économique de notre pays par rapport à la mise en œuvre du document de politique publique qui sera défini par le régime actuel nous permettra à notre niveau de pouvoir apprécier
quel sera le rôle de la France, quelle sera l'influence de la France, quelle sera la place de la France dans nos rapports avec les puissances économiques. Mais est-ce que le Sénégal a le moyen de dire non à la Banque mondiale ou au FMI? Parce que l'ancien directeur du FMI, travail FMI, Joseph Stiglitz, dans son livre qui date de longtemps, qui s'appelle La décadence, avait constaté que dans tous les pays où le FMI est intervenu, il n'y a jamais de développement. Mais bien sûr, le FMI, je dirais que c'est un mal nécessaire. Mais est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, dans notre pays, de dire non au politique FMI et de la Banque mondiale? Bien sûr. Bon, là, je crois que si nous avons à notre niveau la chance de pouvoir exploiter le pétrole et le gaz dans des délais très courts, si nous avons suffisamment de volonté pour tenir tête aux puissances étrangères qui exploitent le zircon, qui exploitent l'or, afin d'arriver à équilibrer nos rapports économiques avec eux et à revoir à la hausse la part qui revient à l'État du Sénégal dans les recettes de ces ressources exploitées sur notre sol, je crois que nous aurons un matelas financier assez important qui nous permettra justement de pouvoir nous passer du FMI et de la Banque mondiale et de compter aussi sur d'autres partenaires économiques étrangers. Ça semble très simple comme vous le dites, mais est-ce que le Sénégal est capable de dire non au FMI à la Banque mondiale par rapport à sa définition de ses politiques? Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Parce Comment? que le FMI et la Banque mondiale sont des bras financiers. Si vous ne pouvez pas compter sur vos propres ressources, vous avez la mainmise de l'étranger sur vos activités. Tout à fait. Aujourd'hui, Ndao a précisé sur les ressources naturelles. Moi, je reprécise, je mets dessus les ressources immatérielles. Vous savez, nous sommes dans une société aujourd'hui nouvelle où l'immatériel a plus de valeur que le matériel. C'est ce que j'insistais tout à l'heure. Nous avons des capacités immatérielles qui sont 10 fois plus que toutes nos ressources naturelles. Mais qui ne sont pas exploitées. Mais justement, la question qu'il est posée de faire une stratégie. La stratégie, il est de savoir au niveau naturel et d'avoir maintenant le capital immatériel que le Sénégal peut mettre sur la table pour avoir ses souverainetés. Vous parlez de la décolonisation des mentalités, c'est ça? Non, il y a la décolonisation, il y a tous les... Les mentalités. Les mentalités, c'est tout à fait normal. Même aujourd'hui, au niveau social, là, si on veut changer les choses, il faut que les recettes des mentalités puissent se faire. Sinon, rien ne se fera. Donc pour vous, il faut un travail immatériel important le capital pour immatériel. changer les paradigmes. Il faut le capital immatériel. Ça veut dire que toutes les têtes sénégalaises qui sont présentes en interne et en externe, c'est du capital. Mais c'est du capital qu'on jette du sable dessus. Il faut les utiliser, ce capital. Vous avez la créativité, vous avez l'innovation, vous avez beaucoup de choses. Mais pourquoi en ce moment donc on ne voit pas une politique claire pour mettre la culture, mais la bien culture avant fait que tout, partie. bien avant que tout, parce que la culture, c'est elle qui change les mentalités, c'est elle qui joue en profondeur dans la façon de faire. Mais on n'a pas l'impression que la culture au Sénégal est toujours mise en avant. Est-ce qu'elle n'a pas été mise là où elle doit être? Mais Alassane, avoir les moyens, je suis d'accord. les moyens qu'ils doivent avoir. Le gouvernement là n'a même pas fait 60 Je ne parle pas de ce gouvernement, je parle du Sénégal. On parle du Sénégal de façon globale. parce que c'est eux qui dirigent la politique stratégique du Sénégal. Je parle de sa force délégale depuis qu'on est indépendant. Non, mais ça, le travail qu'on doit faire. C'est-à-dire que moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est de laisser au moins jusqu'à la publication de la politique stratégique générale, la politique publique, voilà ce que nous voulons faire. Et voilà comment nous allons le faire. Voilà les axes sur lesquels, qu'à partir de là, on peut maintenant avoir des incidences là-dessus. Moi, je suis sûr et certain que le FMI, la Banque mondiale, qui est la question posée, on peut donc pas peut-être dans un premier temps s'en sortir totalement, mais on peut avoir une mainmise quand on posera sur la table nos ressources naturelles, notre capital immatériel et les perspectives de vivre avec ces moyens. Parce que les FMI, la Banque mondiale, ont des prises sur nos pays parce qu'il y a beaucoup de gabegie, il y a beaucoup de détournements, il y a beaucoup de kleptocratie. C'est la raison pour laquelle les gens, on en a besoin parce qu'il n'y a jamais assez de ressources. Les projets ne sont pas donc exécutés, c'est normal. Est-ce que le ministère de la Culture ne doit pas être érigé en ministère de souveraineté? Bon. Mieux même que le ministère des Affaires étrangères. Parce que ça passe par la culture. Beaucoup estiment que l'imaginaire, c'est le plus important pour changer un pays en profondeur. Bien sûr. Et nous consommons les films
qui sont imposées par les Occidentaux. Bien sûr. L'histoire qu'on enseigne à nos enfants, c'est une histoire coloniale encore. Bien sûr. Où on dit que Cheikh Souleymane Baal a été battu par de gauche, que Lat Dior a fui, alors que le blanc est le plus important, que nos enfants grandissent avec la mentalité de coloniser. Bon, ce que vous dites est tellement vrai que je vais juste vous dire une chose. Vous savez, les États-Unis sont la première puissance économique mondiale. Bien sûr. Mais la première recette d'exportation des États-Unis, c'est l'industrie culturelle. Absolument. Bien sûr. Si vous allez au Mexique, vous allez dans certaines zones, parmi les critères mis en place par les organismes internationaux comme l'OMS ou consorts pour apprécier la qualité de vie des populations, figure la question, est-ce que Coca-Cola est présent ou pas? Parce que derrière l'industrie culturelle, il y a l'American Way of Life. Voilà. Donc, il est important que nous soyons justement conscients de l'apport immatériel en matière de revalorisation de notre patrimoine culturel, dont on disait qu'elle est au début et à la fin de tout processus. En parlant du matériel aussi. Mais je l'ai dit tantôt, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois que le Sénégal est arrivé à un moment où nous avons besoin de toutes nos ressources humaines, de toutes nos compétences intellectuelles pour repenser notre modèle sociétal, repenser notre modèle économique et actionner les bons leviers ancrés sur notre substrat culturel qui va nous porter vers l'émergence économique afin de créer justement ce nouvel élan qui va aboutir à un Sénégal nouveau. Le temps que nous avons parti est terminé. Merci infiniment à Cissé Kadnaou, qui est écrivain, expert en développement territorial et management de projet, Ahmad Soumaré, analyste économique et spécialiste de l'intelligence économique. Au micro, Alassane Samba Diop, technique Amadi ici. Bon dimanche à tous. Merci. waxtu ko benn di 11h benn simili jot na ci toftulop jukki xibaar ci rajo Dore ko këpp l'accident ci poste kër Ayib ñaar fukki doomu aadama ak ñett ay gaañu lañu dal di am juróom-ñaar yi nag nee nañu ñoo ci gën a sonn yegg ba ci lool sax tey jile benn fan jàpp ñaari fan ci weeru ko juin fàttaliku gi jëm rek ci jàpp ko ki nga xamante ni moo doon tey jile yëlimaanu joodu Ousmane Sonko ca la ñu taaloon université doon daara ju mag ji def ko doom caxat-caxatee tamit daara jile di sesti ba tey jile ña ngay jooy ndax lañ fa lakkoon daanaka xaymees na ko ci ñaar téeméeri million te ba tey jile jotuñu gennuk ndàmpaay daal di soxal tamit njàng ba néegi ni si lay ñàkkoon na suñu jotaayu xibaar yi lay weesu yéen a ngay déglu directeur ba Mamadou Ndiaye xibaar yi ci bitim réew Henri Konan Béji mujj nañ ko denc ne kii démb ginnaaw rek lu jege at ba mu daal di faatu moom nag lépp luy wàllu aada ak cosaan daje woon na ngir rek daal di koy waajal waaye tamit delloo ko njukkal bi lay jukki xibaar fi lañ ci daal di yamandi seen émission journée du dimanche ganuka Assane Gueye Mamadou Thiorlo ngeen mën ko teewlu ci wàllum tasum xibaar ci li ñu àddu tey jàngeen jëf. Les journalistes sous le feu des projecteurs et sur la sellette, le jury du dimanche reçoit le président du CORED, Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. Mamadou Thior